Il y a 5 clés pour contrôler le monde. C'est ce que croyait l'amiral John Fisher, l'architecte de la modernisation de la Royal Navy à la veille de la Première Guerre mondiale. Fisher identifiait ces 5 clés comme étant le détroit de Douvres, le détroit de Gibraltar, le détroit de Malacca, le canal de Suez et le cap de Bonne-Espérance. Sa logique était simple. Pour dominer les mers, la Royal Navy n'avait pas besoin de contrôler tous les bassins océaniques. Elle devait seulement contrôler quelques points d'étranglement clés, ces passages étroits indispensables au commerce mondial. Le contrôle d'un tel point d'étranglement agit comme un multiplicateur de force. Contrôlez un minuscule point sur la carte et vous obtenez un levier sur des régions entières. Vous pouvez contraindre vos adversaires, bloquer les routes maritimes principales et influencer l'équilibre des pouvoirs. Bien au-delà de la géographie immédiate, l'histoire a maintes fois confirmé la thèse de Fisher. Prenez la Russie, un géant continental dont les ambitions maritimes ont été contrariées pendant des siècles par 2 de ses points d'étranglement, le Bosphore et les Dardanelles. Malgré 12 guerres menées sur plusieurs siècles, ces détroits sont finalement restés aux mains des Turcs, bloquant ainsi de façon effective la voie de la Russie vers une expansion maritime durable au sud. Le XXIe siècle n'a pas abrogé ces anciennes lois de la géographie, mais le centre de la compétition entre grandes puissances s'est indéniablement déplacé de la domination navale vers le contrôle économique et infrastructurel. La mondialisation, portée par les révolutions numériques et financières, a créé une toute nouvelle catégorie de points d'étranglement critiques. Ce ne sont plus des voies navigables étroites ou des canaux, mais plutôt des nœuds stratégiques intégrés dans le dense réseau mondial de la finance, des télécommunications, de la logistique et des technologies avancées. Les carrefours cachés, où le pouvoir se concentre désormais et où l'influence s'exerce, les points d'étranglement modernes sont invisibles à l'œil nu, mais leur impact sur la souveraineté nationale et la stabilité économique est plus grand que jamais. Ce sont les nœuds où convergent les flux mondiaux de capitaux, de données et de composants technologiques essentiels. Ils incluent le dollar américain, présent dans près de 90% des transactions mondiales de change. Ils comprennent les puces financières, le système SWIFT qui permet les règlements transfrontaliers, ainsi que le contrôle des technologies clés nécessaires à la production de semi-conducteurs avancés, fondement de l'informatique moderne et de l'intelligence artificielle. Celui qui contrôle ces centres contrôle le cœur de l'économie mondiale. Contrairement au récit populaire des années 1990, affirmant que la mondialisation et Internet allaient décentraliser le pouvoir et démocratiser les relations internationales, la réalité a évolué à l'inverse. Au lieu de la dispersion, la mondialisation a entraîné une concentration sans précédent des points d'étranglement critiques du monde entre les mains des États-Unis et de leurs alliés. Cela donne à Washington un niveau de pouvoir dont l'amiral Fisher n'aurait pu que rêver. Avec une simple signature présidentielle, les États-Unis peuvent couper l'Iran du système financier mondial, geler les réserves de la Banque centrale russe ou refuser à la Chine l'accès aux technologies essentielles. L'Amérique détient ce qui équivaut à une arme nucléaire économique, et comme les dernières années l'ont montré, Washington n'hésite pas à s'en servir. Plus encore, elle affine et développe systématiquement cet arsenal. Mais transformer l'économie mondiale en champ de bataille entraîne de profondes conséquences structurelles. Cela érode de plus en plus l'infrastructure même sur laquelle repose la puissance américaine. Nous assistons maintenant aux premières étapes d'un processus dans lequel les rivaux des États-Unis, avant tout la Chine et la Russie, mais aussi des pays du Sud global, s'empressent de développer des alternatives. Leur but est de contourner les points d'étranglement américains et de créer leurs propres systèmes économiques parallèles et isolés. Les fondations de l'ordre économique d'après-guerre se fissurent, signalant la fin de l'ère de l'intégration naïve. La croyance que le commerce civilise, que la mondialisation est la seule voie possible, s'efface peu à peu dans l'histoire. Les outils autrefois destinés à unir le monde servent désormais à le diviser.
Bienvenue à l'ère des guerres économiques, des guerres dont les origines, les règles et les objectifs sont expliqués par Edward Fishman. Dans son livre Point d'étranglement, l'ancien responsable du département d'État américain Fishman offre un point de vue rare d'initié sur la façon dont le colosse américain agit pour préserver son hégémonie plutôt qu'une théorie académique. En tant que l'un des architectes des sanctions contre la Russie, il nous emmène dans les salles de décision de Washington et montre comment les États-Unis transforment systématiquement les points d'étranglement du XXIe siècle en armes. La véritable base de la puissance américaine au XXIe siècle n'est ni les porte-avions ni les ogives nucléaires, c'est le dollar américain. Son rôle va bien au-delà de celui de simple monnaie nationale américaine. Le dollar fonctionne comme la principale monnaie de règlement et d'échange dans le monde. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir à la conférence de Bretton Woods en 1944. C'est là que l'ordre financier d'après-guerre a été créé. Le dollar est devenu la monnaie de référence pour les transactions internationales et a été rattaché alors à un taux fixe de 35 $ l'once. Ce système a apporté la stabilité nécessaire à la reconstruction de l'Europe, mais il a également lié la crédibilité des États-Unis à ses réserves d'or physiques. Lorsque le président Richard Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or en 1971, provoquant ainsi l'effondrement du système de Bretton Woods, le rôle mondial du dollar ne s'est pas affaibli, il s'est étendu. La clé fut le système du pétrodollar, né d'un accord négocié en 1974 entre le secrétaire au Trésor américain William Simon et l'Arabie saoudite. En échange de garanties de sécurité américaine et de la fourniture d'armes avancées, Riyad s'est engagé à fixer le prix des ventes de pétrole exclusivement en dollars américains. Cela a créé une boucle de capitaux fermée. Tout pays souhaitant acheter de l'énergie devait d'abord acquérir des dollars et les revenus excédentaires, les fameux pétrodollars, étaient ensuite réinvestis dans la dette publique américaine, principalement les bons du Trésor. Le résultat a été une demande structurelle mondiale permanente pour le dollar, l'isolant effectivement des fluctuations de la performance de l'économie américaine elle-même. Aujourd'hui, le dollar domine encore plus qu'à l'époque de la guerre froide, bien que les États-Unis ne représentent plus qu'environ 25% du produit intérieur brut mondial. Le dollar est impliqué dans près de 90% de toutes les transactions de change sur un marché qui traite désormais plus de 7 milliards par jour. Même les transactions qui semblent sans rapport avec les États-Unis, par exemple le soja brésilien vendu à la Chine ou le blé polonais expédié en Égypte, transitent par le système financier américain. Le dollar est devenu aussi essentiel au commerce mondial que l'oxygène, mais cette dépendance crée un goulet d'étranglement moderne, facilement utilisable comme arme à l'ère de la guerre économique. Pour comprendre comment le dollar est devenu une arme, nous devons d'abord examiner comment fonctionnent réellement les transactions commerciales internationales et comment opère le système de compensation mondial. La banque moderne fonctionne selon un système de correspondants bancaires, lorsque par exemple une raffinerie indienne paie un fournisseur angolais en dollars américains, la monnaie standard du commerce international. La transaction n'implique pas d'argent liquide physique. L'argent circule sous forme d'écriture électronique sur des comptes bancaires. Pour qu'une banque à Mumbai transfère des dollars à une banque à Luanda, le paiement doit passer par l'infrastructure de compensation de l'émetteur de la devise. Pour le dollar, cela concerne des systèmes américains comme Clearing House Interbank Payments System ou Fedwire. En conséquence, même les transactions entre deux entités entièrement non américaines touchent, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, le système financier américain. Ce contact bref confère une compétence juridique au gouvernement américain. Cela donne à Washington non seulement une visibilité inégalée sur les flux monétaires mondiaux et les réseaux financiers, mais surtout les conditions idéales pour la coercition économique. Des conditions que les États-Unis se sont montrés plus que disposés à exploiter au cours des 2 dernières décennies, en commençant par le Patriot Act. Après les attentats du 11 septembre, la Maison-Blanche a constitué un vaste arsenal d'armes économiques fondé sur la domination du dollar. L'outil le plus puissant de l'arsenal du Trésor américain, ce sont les sanctions secondaires utilisées pour la première fois contre l'Iran. Les sanctions traditionnelles étaient souvent inefficaces,
car les pays tiers les ignoraient régulièrement et continuaient à commercer avec les acteurs sanctionnés. Les sanctions secondaires ont résolu ce problème grâce à leur portée extraterritoriale. Elles prohibent toute activité avec des entités sanctionnées, comme les entreprises iraniennes. Non seulement pour les entreprises arawak américaines, mais aussi pour toute entité étrangère qui utilise le dollar ou dépend de l'infrastructure financière américaine. La sanction en cas de violation est l'exclusion du système de compensation américain. Pour la plupart des banques, c'est une peine de mort financière. La puissance des sanctions secondaires est parfaitement illustrée par le cas d'Instex. Après le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire iranien en 2018, l'Union européenne a cherché à préserver les contrats lucratifs obtenus par les entreprises européennes en Iran. Pour contourner la pression américaine, l'Europe a créé Instrument in Support of Trade Exchange, un mécanisme conçu pour faciliter le commerce avec Téhéran en dehors du système SWIFT et régler les transactions en euros. Mais les banquiers de Paris, Francfort et Londres ont rapidement conclu que les profits tirés du commerce avec l'Iran étaient bien trop faibles pour justifier une confrontation avec le Trésor américain et le risque potentiel de perdre l'accès au dollar. Le résultat a été révélateur. En 4 ans de fonctionnement, Instrument in Support of Trade Exchange n'a traité qu'une seule transaction, l'achat de médicaments, qui était déjà exempté des sanctions américaines. En 2023, Instrument in Support of Trade Exchange a fermé. En effet, les entreprises européennes ont perdu des contrats iraniens d'une valeur de plus de 40 milliards d'euros, sacrifiés sous la pression directe de Washington. Les outils de pression américains ne sont pas toujours aussi brutaux que les sanctions secondaires. Parfois, Washington s'appuie sur des instruments plus subtils, mais tout aussi dangereux. Un excellent exemple en sont les sanctions sectorielles imposées à la Russie après l'annexion de la Crimée en 2014. Au lieu de couper complètement les entreprises russes du dollar, les sanctions sectorielles ont restreint l'accès de Moscou à certains services essentiels. Plus particulièrement, elles interdisaient l'octroi de nouveaux financements à long terme aux entités russes dont l'échéance dépassait 30 jours et dans certains cas 90 jours. Il s'agissait d'une frappe particulièrement chirurgicale. Les principales entreprises publiques russes fonctionnaient selon un modèle de refinancement constant de leurs dettes sur les marchés financiers occidentaux, remboursant les anciens prêts en émettant de nouveaux à New York et à Londres. Les sanctions sectorielles ont coupé cet accès à des capitaux bon marché et ont forcé Moscou à puiser dans ses propres réserves de devises étrangères. Ces dernières années, alors que la rivalité entre les États-Unis et la Chine s'est intensifiée, le centre de gravité de la guerre économique s'est progressivement déplacé de la finance vers la technologie. Et ici aussi, les États-Unis contrôlent les points d'étranglement clés. L'industrie des semi-conducteurs en est un exemple classique. Les machines de lithographie les plus avancées, nécessaires à une production moins coûteuse, sont fabriquées par ASML aux Pays-Bas, tandis que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company à Taïwan assure principalement la fabrication. Le processus dépend toujours d'un composant américain essentiel. Les logiciels utilisés pour concevoir les circuits intégrés, appelés outils Electronic Design Automation, sont monopolisés par 2 entreprises américaines, Cadence et Synopsys. De plus, même les machines de ASML sont remplies de composants américains. Exploitant cette architecture unique de la chaîne d'approvisionnement, le département du commerce des États-Unis a déployé la règle sur les produits étrangers directs, une réglementation qui étend considérablement la juridiction américaine en vertu du Foreign Direct Product Rule. Tout produit fabriqué n'importe où dans le monde tombe sous le contrôle des États-Unis si sa production implique ne serait-ce qu'un seul élément de technologie ou de logiciel américain, parce que les outils de Cadence et Synopsys sont des normes dans l'industrie. La Foreign Direct Product Rule donne à Washington un veto sur les exportations de semi-conducteurs avancés vers la Chine, même si ces puces sont fabriquées à Taïwan et non aux États-Unis. Fait crucial, l'utilisation de la Foreign Direct Product Rule par les Américains s'est accélérée rapidement. En 2020, elle n'a été appliquée qu'à une seule entreprise, Huawei. En 2022, elle avait été étendue à des secteurs entiers des économies russes et biélorusses. À une époque de concurrence technologique accélérée, le Foreign Direct Product Rule est devenu une arme puissante,
une nouvelle forme de rideau de fer utilisée pour couper les rivaux de l'Amérique des technologies clés du XXIe siècle. L'arsenal d'armes économiques de l'Amérique possède une puissance de destruction énorme et peut infliger de réels dégâts aux économies des adversaires des États-Unis. Mais ce n'est pas une arme miracle, capable de gagner chaque confrontation à elle seule. L'histoire militaire enseigne une leçon constante. Chaque nouvelle stratégie offensive finit par provoquer une contre-stratégie défensive. La même dynamique s'applique désormais à la guerre économique. Les États visés par la pression américaine apprennent désormais à contourner les sanctions, à adapter leurs économies et à construire des systèmes alternatifs. Ces systèmes, bien que moins efficaces, leur permettent de survivre à la confrontation avec Washington. Le premier terrain d'essai de cette stratégie fut l'Iran, le patient zéro de la guerre économique moderne entre 2012 et 2015 sous la pression coordonnée des États-Unis et de l'Europe. Couper Téhéran du système Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication et des marchés pétroliers mondiaux a paralysé l'économie iranienne et forcé la République islamique à signer l'accord nucléaire du Joint Comprehensive Plan of Action. Mais lorsque le président Trump s'est retiré de l'accord en 2018 et a lancé une nouvelle campagne pour briser économiquement l'Iran, l'effort a échoué de façon spectaculaire. Oui, l'économie iranienne a été durement touchée, une crise monétaire a éclaté. Des vagues de manifestations antigouvernementales ont suivi, mais Téhéran n'a pas capitulé. Au lieu de cela, l'Iran a partiellement contourné les sanctions et exporte aujourd'hui du pétrole à des niveaux records, environ 2 millions de barils par jour. Comment cela a-t-il été possible ? Tout d'abord, l'Iran a changé de client, acceptant la perte des acheteurs européens. Téhéran vend désormais presque uniquement à la Chine, mais pas aux grandes entreprises d'État comme Sinopec, exposées à l'international et craignant les sanctions secondaires. Les achats vont plutôt aux soi-disant raffineries théières, des centaines de petites usines indépendantes, concentrées principalement dans la province du Shandong. Ces entreprises ne possèdent aucun actif à l'étranger, n'utilisent même pas le système financier américain et opèrent entièrement sur le marché intérieur chinois, ce qui les rend pratiquement immunisés contre l'influence du Trésor américain. Les mécanismes de paiement évitent aussi totalement le dollar. Les transactions sont réglées en yuan chinois via des accords de troc ou par le biais de réseaux de type Hawala. L'Iran et la Chine ont mis en place une boucle financière fermée basée sur les matières premières, largement opaque pour les régulateurs occidentaux. La relance des exportations iraniennes a nécessité une logistique parallèle, plus tard imitée par la Russie, après 2022, grâce à la création de ce qu'on appelle la flotte fantôme. Le plafonnement des prix du pétrole russe par le G7 visait à exploiter un point d'étranglement du marché de l'assurance maritime. Plus de 90% de la flotte mondiale de pétroliers est assurée par un petit groupe de compagnies basées à Londres. Avec le plafonnement des prix, le transport maritime ou l'assurance occidentaux étaient interdits pour le pétrole russe vendu au-dessus de $60 le baril. En théorie, c'était une solution élégante pour réduire les revenus du Kremlin sans provoquer de choc d'approvisionnement ni de pénurie. En pratique, Moscou a rapidement contourné le système en mobilisant des centaines de vieux pétroliers opérant entièrement en dehors des marchés d'assurance occidentaux. Ces navires naviguent avec leur transpondeur éteint, changent de pavillon, rebaptisent les navires, effectuent des transferts de cargaison en haute mer et mélangent même le brut russe avec du pétrole provenant d'autres sources. Tout cela pour cacher l'origine réelle. Les résultats de cette confrontation sont mitigés. Le plafonnement des prix a indéniablement augmenté les coûts opérationnels de Moscou. En même temps, il s'est révélé poreux. La Russie continue de vendre son pétrole à des prix de marché bien supérieurs au plafond du G7, ce qui démontre que le contrôle d'un point d'étranglement financier perd de son pouvoir lorsqu'un adversaire est déterminé à construire une infrastructure parallèle. C'est là que se trouve la principale menace pour le levier de coercition américain. Plus de pays sont entraînés dans le régime de sanctions américain, plus leurs incitations à coopérer deviennent fortes. Nous assistons actuellement à la consolidation d'un bloc informel anti-occidental.
que certains stratèges américains appellent le nouvel axe du mal. Isolés des marchés et des technologies occidentaux, en particulier l'Iran, la Russie et la Chine, construisent leurs propres circuits économiques fermés. L'exemple le plus clair est le partenariat de plus en plus étroit entre la Russie et l'Iran avant 2022. Moscou a gardé des liens avec Téhéran, mais a surtout évité de violer les sanctions américaines contre l'Iran après avoir elle-même été soumise à des sanctions similaires. Après l'invasion de l'Ukraine, la coopération s'est intensifiée rapidement. Les deux pays ont relié une partie de leur système bancaire et ont accéléré les travaux sur le corridor de transport international Nord-Sud conçu pour contourner les routes contrôlées par l'Occident. Au sein de ce bloc émergent, la Chine joue le rôle du grand frère. Les exportations chinoises vers la Russie ont explosé, remplaçant les entreprises occidentales. Pékin fournit désormais tout, des voitures et des smartphones aux machines-outils, aux semi-conducteurs et aux composants à double usage essentiels à l'industrie de défense russe. Bien que les grandes banques chinoises évitent officiellement d'enfreindre les sanctions américaines, de plus petites institutions financières, des mécanismes de troc et des systèmes de règlement localisés ont permis la poursuite du commerce avec la Russie et l'Iran. La conséquence à long terme la plus dangereuse de la forte dépendance de l'Amérique aux sanctions est l'accélération des efforts visant à construire des systèmes en dehors du cadre du dollar. Depuis 2022, l'intérêt pour des monnaies de règlement alternatives, en particulier le yuan, pour le commerce du pétrole, ainsi que pour des systèmes de paiement, s'est accru. Indépendamment des États-Unis, la Chine promeut le SZIP comme une alternative rapide. La Russie a étendu son réseau, système de transfert de messages financiers national. Pour l'instant, ces systèmes ne traitent qu'une fraction du volume mondial des paiements et ne remettent pas sérieusement en cause la domination du dollar. Mais la tendance est indéniable. Le plus important est le développement des monnaies numériques de banques centrales, y compris le yuan numérique chinois. Elles permettent des transactions directes entre portefeuilles, sans passer par la banque correspondante. Ainsi, les points d'étranglement américains qui soutiennent aujourd'hui la puissance des États-Unis. Si de telles technologies gagnent du terrain à l'échelle mondiale, l'infrastructure financière qui sous-tend la domination américaine aujourd'hui pourrait finir par devenir obsolète. L'avenir, cependant, se comptera probablement en décennies, pas en années. Beaucoup d'observateurs considèrent l'utilisation par l'Amérique des points d'étranglement stratégiques comme chaotiques ou impulsives, motivées par des intérêts politiques à court terme. C'est une erreur. Le processus suit une logique géopolitique plus vaste. L'objectif n'est pas simplement de blesser des rivaux individuels, mais de corriger la trajectoire même de la mondialisation. Pendant des décennies, les États-Unis ont été le principal architecte et moteur de la mondialisation. Aujourd'hui, Washington reconnaît de plus en plus que la mondialisation sous sa forme originelle n'est plus viable, du moins pas sans compromettre la position hégémonique de l'Amérique. Les rivaux des États-Unis, la Chine a surtout profité des marchés mondiaux ouverts pour une croissance rapide, alimentant ensuite son expansion militaire et son influence politique. La mondialisation conçue pour renforcer le leadership américain a, paradoxalement, produit un nouveau colosse stratégique, la République populaire de Chine. Face à cette réalité, Washington utilise les points d'étranglement qu'il contrôle encore dans une tentative de réorganiser la mondialisation, empêcher la Chine, la Russie, l'Iran et d'autres rivaux de s'intégrer réellement au système économique mondial. Il est très incertain que cette stratégie puisse réussir. Alors que la pression américaine s'accentue, leurs adversaires se rapprochent et créent des alternatives. Pire encore, l'utilisation des points d'étranglement comme arme cause des dommages collatéraux aux alliés européens de l'Amérique, qui deviennent de plus en plus inquiets quant à l'avenir à long terme des relations transatlantiques. L'ère de la guerre économique pousse le monde vers la fragmentation. Mais l'issue finale reste incertaine. Un scénario possible est un rideau de fer renforcé séparant des économies hostiles du système mondial. Un autre scénario est plus ironique. Le système même qui a élevé les États-Unis au rang de superpuissance pourrait désormais devenir la force qui les affaiblit.